Salut et bienvenue sur Burnout TV, la chaîne 100% Custom Culture. Sur cette chaîne, on va parler auto, moto, musique, tatouage et tout ce qui tourne autour du milieu du custom. On remercie Kokan de chez Chopat Chopper qui nous permet de vous faire gagner sur Instagram 2 casquettes et 2 t-shirts. L'adresse s'inscrit ici, n'hésitez pas à nous rejoindre. Plus on est de fous, mieux c'est. Pour ce deuxième épisode de Burnout TV, je vous emmène dans le 27 à Passy-sur-Eure à la rencontre de Rascal Buck, tatoueur et photographe qui traîne ses roues dans le milieu du custom depuis près de 40 ans. C'est dans une interview pleine de confidences et d'anecdotes qu'il nous racontera comment il a vu évoluer le métier et nous parlera de ses passions. Allez, maintenant, générique. Bonjour Pascal. Salut Julien. Merci de nous accueillir ici, dans ta galerie. Ouais. On est ici aujourd'hui pour la chaîne Burnout, pour parler de la custom culture. Ouais. Toi, c'est quelque chose qui, de ce que j'ai compris, t'anime. Ça fait partie de ma vie, depuis longtemps. Depuis longtemps. Du même gamin. Tout gamin, même ce que gamin. tu me disais, ouais. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter? Voilà, je suis Pascal, je suis natif de Normandie. J'ai habité très très longtemps sur Paris. Et je me suis installé en Normandie dans les fin des années 90, en 97. J'ai monté une boutique de tatou, plus ma passion pour la photo. La photo, c'est venu après. Le tatouage était la priorité. Pour une raison simple, c'est qu'au départ, j'étais illustrateur dans la pub. Et je suis parti aux États-Unis dans les années 80 et j'ai flashé sur une boutique de tatou. J'ai rencontré un monsieur très sympa qui m'a dit « Putain, ça m'a émerveillé. » Je me suis dit « Si je pouvais être tatoueur, J'ai mis ça de côté, j'ai continué à travailler dans la pub. Et je me suis dit, dès que j'ai l'occasion de me choper des machines, je commence à tatouer mes potes. Qu'est-ce qui t'a amené en fait là où tu en es aujourd'hui? C'est-à-dire que tu faisais de la moto, ça t'a fait découvrir le tatouage et le tatouage t'a amené à la photo, ou c'est la photo en fait? Dans quel ordre c'est apparu dans ta vie? C'est tout un mélange. Il n'y a pas d'ordre en fait réellement. La moto, déjà petit. Pour une raison simple, je crois que j'ai piloté ma première moto, ça devait être un 125 Yam des voisins parisiens de mes parents, je devais avoir 12 ans. Après j'ai conduit des vieilles bécanes, on avait un copain qui avait une ferme, je crois que j'ai dû conduire je me souviens un peu une moto confort, non pas une moto confort, je me souviens un peu du nom. Enfin une vieille bécane française, c'était un 500. D'accord. Non, Gnome Héron. Okay. Gnome Héron, dépouillé un peu à la bobber, mais sans vouloir faire un bobber parce qu'il manquait les pièces. Et puis en même temps, mon père avait un pote qui avait un Electra. Et quand j'étais gamin, son pote m'emmenait. Et en plus, il y avait la base américaine. Alors je l'ai à peine connue parce que les Américains sont partis en 63. Mais il y en a qui sont restés. Il y en a qui avaient des plans avec des meufs, ils se sont retrouvés mariés, d'autres qui ont traîné, ils ne sont pas repartis aux États-Unis tout de suite. Et donc, dans le village où j'étais, il y avait toujours des caisses américaines, des Chevrolet, des K, des vieux pick-up, et plus Harley qui traînaient encore dans le bled. Et moi, j'étais fasciné quand j'étais môme, j'étais là, waouh. Et j'avais dit à mon vieux, c'est ça que je veux comme moto. D'accord. Ouais, tout de suite, la moto américaine, le twin américain, il y avait quelque chose, quoi. Le rêve. Ouais. Le rêve, parce qu'en fait, toute la culture cinéma aussi. Parce que j'étais quand même assez passionné de cinéma quand j'étais môme, et puis tous ces films, tous les westerns, je me suis tapé tous les John Wayne, tous les classiques, le rêve américain, les grandes étendues, les Indiens, machin, enfin, toi, tous les mecs de mon époque, c'était ça. Ouais, je suis né en 57. Ça te fait quel âge du coup là aujourd'hui? 68. D'accord. Du coup, on va parler un petit peu du tatouage. Ouais. Depuis quand tu tatoues? Ça doit faire 35 ans. 35 ans de tatouage derrière toi? Ouais. Ok. Tu te souviens de ton premier tatouage? Du old school. Old school. Ouais, tu as évolué au fil des années Alors j'ai évolué. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, moi j'aimais le old school. Mais figure-toi que dans les années 90, le old school c'était mort. Ouais. C'était pas du tout ce que les gens voulaient. C'était ringard. À part quelques plus rockers, puis, tu vois, moi je travaillais sur des planches de Sailor Jerry. Oui, ce qu'on appelle aujourd'hui le tradi américain. Ouais, c'est ça, du tradi américain. Moi j'avais adoré. Et donc ça m'a permis de faire la main dans le début avec une Spalding,
très compliqué. Maintenant, quand je vois la jeune génération qui ont juste à sortir leur carte bleue, taper sur le clavier, envoyer tout ça et se retrouver avec une machine en général chinoise, mais c'est bon, tu te retrouves tatoueur en peu de temps, sans formation, sans... juste simplement te dire, bah voilà, je vais devenir quelqu'un de branché, je vais devenir un tatoueur. Ça m'emmerde. Voilà. Mais bon, après, ça c'est mon point de vue. Moi, tu vois, à l'époque... Question de génération, je dirais. Question de génération. Tu vois, quand j'ai eu mes premières machines, bon, j'ai des Spalding, dont une qui était vraiment une horreur. Les bobines qui me chauffaient les mains, obligé de faire des pauses tous les quarts d'heure, elle était pourrie. Et tout, alors, tu t'es bon. D'un côté, ça me rappelait un peu l'Harley. Tu passes ton temps à bricoler puis à démonter. Pas grave. Et à l'époque, je vois Xavier, qui est un très bon tatoueur, qui m'a donné pour moi un coup de pied dans le cul, qui m'a dit Pascal, vas-y, il faut. Il m'a dit achète-toi des Mickey Sharps. Mickey Sharps, c'était à la limite la Rolls de l'époque. Pour contacter Mickey Sharps, pas facile. Envoyer un courrier, téléphoner et puis donner un rendez-vous. Machine très limitée. À l'époque, Mickey Sharps n'avait pas une petite usine, c'était un tout petit bouclard à Birmingham. J'ai écrit, j'ai dit je peux être à Birmingham à telle époque, en plein hiver. Je déboule, il neige et je me pointe à la boutique et je tombe sur un des Lascar qui me dit non, Mickey il n'est pas là. J'y arrête, j'ai envoyé le courrier, je suis Pascal, je viens pour les machines. Ouais, mais il me dit alors, qui tu es toi? Tu vois, c'est raide. Hein. Ouais, bon, comme je ne suis pas du genre à lâcher le morceau, je dors chez les paquis à côté, on verra bien pour demain. Il m'a dit Mickey sera certainement là demain en fin de matinée. Je me pointe et il arrive avec 1 heure de retard, pas grave, j'ai la patience. Mickey me voit, on discute un peu, il me dit ouais, c'est toi le français? J'ai dit ok, bah oui, c'est moi le français. Il me dit qu'est-ce que tu fais? Et moi j'y sors mes merdes. Tu vois, à l'époque, j'ai des merdes faites à la Spalding, tu vois, le trait est pas un peu tremblant, mais il me dit, mais oui, il me dit, c'est de la merde, quoi, tu veux. C'est de la merde. Ça doit être dur à entendre. Ça calme. Mais en même temps, je suis aussi conscient de mon niveau, je débute, je fais rien de propre. Par le old school qui est pas trop mal, mais sans plus, vraiment, tu vois, ça reste quand même très limite. Je sais que j'ai tellement de choses à apprendre que je ferme ma gueule. Je préfère. Ce monsieur a du vécu, il a son histoire. Et puis, il me dit, ouais, t'as une gueule à rouler en Harley. Bah, je dis, ouais, ça fait quand même pas mal d'années. Et puis à l'époque, moi, je roulais. Attends, qu'est-ce que j'avais? J'avais encore un autre Electra, en bobber, pareil. Puis il me dit, moi aussi, j'ai un Electra. Ouais, je lui dis, t'as quelle année? Moi, j'avais un 74. Non, un 72. Et puis voilà. Et puis on se branche. Et puis bon, on me dit, bon, c'est bien. Puis il me dit, fais voir tes dessins. Je monte tes dessins. Et en fait, au départ, moi, je suis illustrateur. Autodidacte aussi. Hein. Mais je me suis mis une grosse passion. Il regarde mes dessins, il me dit ça va, il me dit ouais, t'as beaucoup de pattes, c'est autre chose que tes tatous qui sont de la merde. Voilà. Bah, je dis bah oui, mais voilà, il me dit j'ai envie de voir ça, ce que tu vois sur le papier, j'aimerais bien l'avoir sur la peau. Et je sais que tes machines sont bonnes. Bon, il me dit essaye ça. Hop, comme ça, il me sort quelques machines, tu sais, classiques, téléphone dial, Paul Rogers, tout ça. Et puis en fait, ça roule. Ça roule. Et à la fin, on s'est retrouvés, il m'a fait cadeau d'une machine. Il m'a dit, si tu veux, tu fais un truc, si tu remontes par Londres, arrête-toi à Camden, voir Boggs. Il me dit, tu connais Boggs? Je me dis, non, je connais de réputation, on ne s'est pas rencontrés, mais voilà. Il m'a dit, comme ça sera l'occasion de passer le voir. Et tu lui remets ses commandes. Comme ça, tu livres en main propre, mais je dis, par contre, tu y vas, hein. Tu me les embrouilles pas. C'est pas chiant, c'est bon. Genre. Donc, je pointe à Camden le lendemain. Je ramène le matos à Boggs, puis Boggs ça a collé. Il est français, maintenant il est à Los Angeles. Et puis voilà, puis en fait, au fil en aiguille, ce qui fait que tu vois, ça a collé, ça m'a permis d'avoir ces contacts avec les Anglais. Oui, parce que voilà. Là, pour remettre dans le contexte, c'est une époque où, comme tu dis, tu ne commandes pas une machine sur Internet et tout. C'est du bouche à oreille, ce que Cocan expliquait la dernière fois. Voilà. C'est en fait, tu as de temps en temps une parution dans un magazine, tu contactes les mecs, mais tu n'es même pas sûr, finalement, des fois tu envoies du pognon, tu n'es même pas sûr de recevoir la machine et tout. Et c'est vraiment. C'est ça. Non, toi, il y avait ce côté à l'ancienne qui me plaisait, puis un contact humain aussi, qui est hyper important. Au moins savoir avec qui t'as affaire. Moi j'aimais bien ce côté où tu te jauges, le mec qui va te tester, voir quelles sont tes motivations, jusqu'où tu vas aller.
Ouais. Et si t'es pas motivé, il n'y a pas photo. Hein. Ça se sent tout de suite. Si Hein. t'étais une Un cave, mec qui te t'avais raconte, rien, et puis un mec qui te le mec, il raconte de la t'envoyait flûte chier, et qui te fait un délire perso, tu le sais. quoi. Au cours de ta carrière dans le tatouage, ton style de prédilection, ce serait quoi? Réellement, Ouais. je me suis passionné pour le réalisme parce que c'est complexe. J'aime les contrastes. En fait, comme j'aime la photo, j'ai voulu à la limite faire ce que je fais en photo, le retravailler sur le tatou, en sachant que c'est quand même assez dur. Gros travail, pas d'erreur possible. Tu fais un portrait, voilà, Si c'est t'as bon. un œil qui louche, c'est mort. Bah ouais, c'est mort. Hein, voilà. Ouais, bien sûr. Voilà. Ça m'a passionné. Mais en même temps, je fais toujours un peu de old school. Je fais du néo-trad aussi, de moins en moins. Mais je tatoue pratiquement plus. Parce que d'une part, j'ai mal au dos. Je suis plus tout jeune. Je me suis chopé des putains de tendinites. J'ai fait beaucoup de conventions. Et la boutique, toi, quand on s'est retrouvés avec plusieurs équipes, là, j'ai une bande de potes et de bons tatoueurs qui sont là, qui sont présents, qui font du bon boulot, qui sont La jeune créatifs. génération, quoi. Une nouvelle génération. Moi, ça me permet de prendre du recul et ça me permet enfin de me remettre tranquillement à la photo, que j'ai jamais lâché. Enfin, c'est une période où vraiment je me suis donné à fond dans le tatou et là, j'ai un peu mis de côté mon appareil. On va parler un peu de la moto. Ah bah oui, ça serait Parce bien. qu'on est quand même Bah sur oui. une chaîne Bah oui. de custom culture Bah oui. et la moto, en Ah, tout bah cas, oui. a une place importante dans ta vie. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ta première moto, du coup, on en a parlé. Première moto, alors je vais te dire en gros, j'avais pas de permis déjà. Alors, la question, je vais la préciser Ouais. pour que ce soit plus Ouais. précis. Est-ce que tu te souviens de la première moto que tu t'es achetée? Voilà. Comme Première ça, moto que je me suis Ouais. achetée, je me suis acheté une 750 Honda four, Un CB four. dépouillée, en chop, Ok. mal fini, à refaire, qui venait de chez American Moto. Ok. J'ai dû l'acheter dans les années 80, à te dire à quelle époque, 83, 84, je sais plus. Moi, même avant. D'accord. Ouais, parce que les premiers CB, c'est quoi? C'est 78, 79, je crois, les premiers Ouais, CB ouais, forts. les premiers C'est 750 ces années-là, four, ouais. ouais, voilà, c'est ça. Ah oui, non, j'ai eu une autre moto qu'on m'a offert pour mon anniv. J'avais un 500 four en café racer. Ok. Guidon bracelet en dessous du tête de fourche supérieur. Ouais. Pot 80 d'épaule. Hein. Un vrai café racer. Café racer, commande reculée. Ok. Cool. Gueule. Ouais. Mais tu te retrouves, c'est bien un café racer, tu fais barbare. C'est Tu vas pour pas te faire taper. plus. Et moi, ce qui me faisait rêver, c'est de me taper de la route. Et là, il faut que tu te retrouves sur les bracelets. Ah oui, c'est bien, tu te fais un petit run avec tes potes, machin, mais c'est tout. Et puis moi, mon rêve, c'était avant tout, tu traces. Ouais. T'as toujours cette envie d'évasion à moto, Ouais, le voyage, c'est toute l'influence que j'ai eue par ces ricains qu'ont vécu dans le bled de mes parents. Ouais. C'était hyper important. Ouais, de toute façon, ça fait. Puis c'est les images qu'on avait Ouais. qui faisaient rêver, en fait. C'est Easy Rider, c'est Ouais. l'équipé sauvage. Moi, j'étais plus équipé sauvage qu'Easy Rider. Ouais, Parce que Easy Rider, ça arrivait un tout petit peu après, quoi. Easy Rider, t'es plus dans un délire psyché. Mm. Tu vois, époque hippie, bon, que je déteste pas non plus, hein, parce que tu vois, moi, j'ai vécu, j'ai connu pas mal de gens qui étaient plutôt dans ce trip-là. Tu vois, genre des frics. Mhm. Et en même temps, j'aimais le côté Brando, pas Brando, j'aimais pas Brando. Moi, j'aime les Mervyn. Et Brando, non, ça le fait pas. Ça collait pas. Bon acteur, un super bonhomme, mais non. Bon, tu vois, ce film-là. Puis après, je me suis tapé tous les films, tous les biker movies. Là. Qui sont arrivés dans les années 80. Ah ouais, tombé avec Jack Nicholson, bon, Fonda, Les Anges Sauvages, tout ça. D'ailleurs, j'ai pu garder toute une série d'archives, Ouais. d'affiches, de photos d'époque. Cool. Ah ouais. Voilà. Et tu vois, j'ai eu la chance aussi en 80, quand je suis arrivé à New York. Tu vois, je pars à New York vraiment à l'arrache. J'en avais un peu marre. Je venais de terminer un stage de plusieurs mois dans une agence de pub comme illustrateur. C'était cool. Hein. Je me fais un peu de thunes. Et je dis à ma nana de l'époque, je dis, on se casse. On se casse. Truc tout con, c'est que j'ai une copine, Cynthia, qui vivait donc sur Évreux, qui s'est retrouvée à vouloir vivre avec son père. Retrouver son père qui était sur Brooklyn. Non, dans le Queens. Puis elle me dit que si un jour tu viens à New York, la porte est ouverte. Ça serait cool de te voir.
Je pars à New York en plein mois de juillet. Ouais, en plein mois de juillet. Puis voilà, je déboule. Cynthia, je l'appelle. Pas de peau, elle n'est pas là. Rien, pas d'endroit où dormir. Pas de thunes, pas de trop. C'est parce que je pense faire un périple plus ou moins long. Je ne sais pas où je vais en fait. L'aventure. On y va. Et donc je limite un peu mon budget de départ parce que je dis ça va être limite. J'ai 22 ans, 21 ou 22 ans, je sais plus. Et YMCA qui était abordable, pas de pot complet, en plein mois de juillet. Et je dors dans un hôtel qui s'appelle le Penview Hotel. Okay. Un hôtel sordide. Des putes qui tapinent l'après-midi, enfin, toi le genre. Donc, voilà. Bon, en fait, on dort dans cet hôtel, peut-être 3 ou 4 nuits. Et puis voilà, c'est parti. Et là, c'est parti. C'est parti, je sais que ma copine ne sera pas là, j'ai beau rappeler tous les jours, que dalle. Voilà. Donc je dis à Mana, j'ai ce qu'on fait, on se barre, on allait en Californie. Mais en Californie, on s'est dit, attends, on va peut-être passer, si on essaie d'aller en Louisiane, ça serait bien, parce que j'aime beaucoup la musique cajun. Parce que quand je suis parti de New York en bus, en sachant que j'avais aucune envie de rester en bus. Tu sais, les Greyhound, c'est bien, mais ça me dépannait, ça me permettait de sortir de New York. Parce qu'un pote m'avait dit, ça te permet de sortir puis d'éviter aussi le danger. Surtout en 80, à New York, c'était hyper dangereux. Ouais, ça craignait quoi. Tout craignait, tout New York craignait. Parce qu'on entend parler le Bronx. Et ça, le Bronx, les mecs qui descendaient sur la 42e. 42e maintenant, tu vois, sur Times Square, c'était cinéma de pute, c'était du tapin, les gangs qui descendaient, du Bronx. Ça craignait. Et en plus, c'était en plein été quand je suis arrivé. Donc les sirènes, ça y allait. Ouais, les gens sont dehors. Il y avait les gens pètent les plombs, il y avait la dope, tout ça. Toi, c'était raide. Et c'était en pleine période de la Angel Dust. Angel Dust, la poussière blanche qui commençait à faire des ravages. Donc, un mec que j'avais rencontré qui était plutôt sympa sur Greenwich m'a dit, si tu quittes New York, pars pas en stop. Prends le bus, après tu verras. Et puis en fait, après, je me suis retrouvé sur Détroit voir des amis à mes parents. Puis après, le circuit s'est fait. Et là, ça a duré sur plusieurs mois. Voilà. Okay. Et puis là, la moto, je vais t'expliquer la moto. Voilà. Moto, donc je reste à Los Angeles, sur LA, quelques jours, en sachant que je remontais à San Francisco. Pour un truc tout con, toujours envie d'aller à San Francisco parce que voilà, la belle LA aussi, mais il est trop grand. Dimension qui était trop gigantesque pour moi. Et San Francisco, certainement plus là-bas, tu peux te balader à pied. Et puis, je m'arrête à Ventura, dans un motel pourri. Toujours pas de thunes, des petits boulots au fur et à mesure. Et là, ce motel, il y a d'ailleurs tellement zone qu'il y avait pareil, il y avait du tapin, pas de piscine, pas d'eau dans la piscine. Et puis je suis dehors avec ma nana sous le transat, on se fait un petit stick de bœuf. Et puis là, je vois un putain de beau paned, un shop, mais radical, c'est putain de hapanger, 6 bars qui va au ciel, pot d'échappement trompette, un bleu électrique, très belle machine, un pan. Et il t'a marqué. Et le pan, non, le mec tombe en rade, va tomber rade, ça passe sa merde, c'est ratatouille. Et puis il cale. La chaleur, il devait faire peut-être, je sais pas, 35 à peu près, pas hyper chaud non plus. Tu connais ce genre de truc, et là, puis tu kicks, et puis bon, aussi vite, tu finis par noyer. Le mec connaissait bien sa bécane. Mais je vois, il en a marre, ça le gave. Je sors, je dis, tiens, si tu veux, je te donne un coup de main, puis on pousse. Pousse, tac, seconde, vite pareil, vitesse suicide, tac, tac, il part, il fait le demi-tour. Puis il me dit, tiens, si tu veux, tu dors à l'hôtel là, un motel là. Moi, je dis, ouais, mais je suis là pendant quelques jours, je cherche du boulot, machin, etc. Mais il me dit, tu vois, j'habite en face. Dans 1 heure, viens. Bon. J'y vais, et ce mec, un grand balèze, un mec, tu vois, genre 1m95, un peu basé, assez typé, une gueule. Puis le mec, on retire sa chemise, il avait les tatouages des anges. Okay. C'est un mec de Ventura. Malheureusement, j'ai oublié son nom, j'ai perdu tout son adresse. Et puis en fait, je reste à dîner chez lui, voilà, puis il me dit, qu'est-ce que tu fais? Après, il me dit, je monte à Frisco. Il me dit, si tu vas à Frisco, j'appelle le club, qui passe. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir passer, parce qu'entre deux, il faut que je retrouve du fric. Et tu vois, entre Ventura et Frisco, il doit y avoir 400 miles à peu près, peut-être, je ne sais plus. Et j'ai mis 3 semaines. Parce que j'ai trouvé un boulot dans une pizzeria, après pour un piton, c'est des petits sauts de plus. Et quand je suis arrivé à Frisco, j'habitais dans Walnut Creek, près d'Oakland.
Donc je prenais le bar pour aller à Frisco, puis là j'ai trouvé des petits boulots. Puis en fait, j'avais gardé l'adresse du club et j'étais reçu Royal. Parce que j'étais sympathisé avec ce mec du chapitre de Ventura. Et là, je suis reparti avec un bouquin qui s'appelle Barbarian of Wheels, que j'ai fait dédicacer par Barger après. Voilà. Après, mes liens avec le club sont ce qu'ils sont. J'ai des anciens potes qui sont quand même toujours des bons potes, qui sont rentrés en club. Moi, c'est pas mon truc. Je suis trop un freeman. Il faut que je bouge. Voilà. Pas d'attache. Et puis en même temps, ça m'a permis de faire mes premières photos. Tu avais déjà ton appareil photo à l'époque avec Ouais, toi? j'avais 2 appareils photo. J'avais un Minolta qu'on m'avait prêté, qui était à mon frangin. Ah, d'argentique, ça. Ouais, d'argentique. Et puis j'avais un autre petit appareil, je me souviens plus ce que c'était. Je crois que je l'ai encore dans une boîte. Et là, j'ai fait mes premières photos de bécane. D'ailleurs, je te les montrerai tout à l'heure, je les ai. Voilà. Je les mettrai. En format carré, en 6:6. Et puis voilà, après j'ai gardé ces archives, je me dis merde, putain, j'ai recompté. Là, il y avait, tu vois, à l'époque, il y avait du chop partout. Ouais, c'était le chop. Il n'y avait pas de club style, c'était non, c'était du chop, les du mecs front. roulaient en chop. Puis tu vois, il y avait des machines magnifiques. Bon, beaucoup d'anglaises aussi, pas mal de mecs Ouais, qui roulaient en en triomphe, triomphe. BSA, des bonnes machines, là, comme j'aime. Aussi, je voulais qu'on parle un peu de ton Ah. FLH. Moi, FLH. Ouais. Eh Depuis ben- combien de temps tu l'as celui-là? Alors, ça, il n'y a pas très longtemps, je l'ai. Attends, il doit avoir. Attends, ça doit faire 12-13 ans que je l'ai, celui-là. Ouais. Ouais. Ok. Je l'ai échangé contre un bobber Evo que j'avais. D'accord. Mais c'est pas mon premier FLH. Hein. Non? T'en as Ah déjà non, eu? des FLH, j'en ai eu 1, 2, 3, 4. D'accord. 4, j'ai eu un Early Cheval aussi, de 66. Moi, c'est pareil, il y avait trop de frais dessus. Il y avait trop de frais, j'avais eu pour rien, pour un de mes clients, au tatouage, un mec qui habitait sur Biarritz. Puis moi, comme j'ai pas le permis bagnole, je roule qu'en moto, non-stop, 24 heures sur 24, on va dire ça, hiver été comme hiver. 365 jours par an. Voilà. Donc, moi, il me faut au moins une bécane fiable. Donc, j'avais acheté ma première BM, c'était un R75 série 5. Là, j'en ai eu plusieurs et j'ai eu un 96 aussi. Magnifique. Que j'ai revendu. Que je regrette de l'avoir vendu. Quand tu vois le prix d'un 96 maintenant, waouh, putain, ça fait mal au cul. Moi, je l'avais en gris, c'est écrit dégradé. Ouais. Avec la petite tête pourche, la petite. Superbe. Des Pauvoitiers, j'ai adoré. Puis voilà. Et puis en fait, leur glisse, je revends. Et puis en fait, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, oh, je vais revenir sur un cheval classique. Et puis entre deux, j'ai récupéré un autre cheval encore, qui était plus récent, qui était de 80, je crois. 80, c'est encore avec une secondaire en courroie. Là, j'en ai fait un bobber aussi, pareil. Et puis après, j'ai revendu et puis j'ai gardé le moteur de notre ancien que j'ai monté dans un 4 d'Hydra. Et là, j'avais fait à peu près le même genre de bécane que Lee Marvin dans l'équipée sauvage. Truc assez roots. Et puis là, j'ai fait un grand nombre de kilomètres parce que je me suis tapé une bonne partie de l'Europe avec. Ouais. Pour l'anecdote, tu me disais combien elle a de bornes Celle-là, elle a 257 000. Ok, donc les gens qui disent que les Harley, c'est pas fiable. Si, c'est fiable, mais il suffit de faire attention. Ouais. Tu fais chauffer, tu vidanges, tu vérifies ton huile, tu nettoies tes bougies. Tu la fais chauffer quand même longtemps avant de partir. Et tu y vas progressivement. Tu laisses enclencher des petites vitesses tranquillement. Et non, c'est une bonne machine. Maintenant, je roule un petit peu moins avec. Parce que maintenant, j'habite ici en ville, mais il y a encore 2 ans, j'habitais à la campagne. Alors donc, je m'en servais. Oui, Maintenant, je m'en sers vraiment pour le plaisir. Mais puis j'ai une autre Harley, j'ai une Harley récente à injection pour vraiment faire les grands trajets. J'ai un track. Ok. Ah oui, c'est vrai. J'ai un track, un Triglide pour un truc tout con. Ouais. C'est que ma femme qui a toujours roulé, on a d'ailleurs, je te passerai des photos, on a roulé en rigide tous les deux. Malheureusement, ma nana, à qui on a monté quand même là une bonne partie de la boutique, est tombée gravement malade, elle a la maladie de Charcot. Moi, je pense que j'ai eu les glandes pour elle de savoir qu'elle ne pouvait plus rouler. Alors, on s'est tapé des centaines et des centaines de kilomètres ensemble, elle en a chié, j'avais un pouf à ventouse. Après, on a changé un peu de bécane, on est parti dans le plus confortable. Et là, dernièrement, j'avais un peu les boules de la voir quand je partais voir mes potes. Elle m'a jamais empêché de voir mes potes, mais tu vois, il faut les. Ouais, t'as envie de la voir avec toi aussi quand même. Ouais, puis c'est une bonne complice. Et puis, dans le coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je monte un side sur l'ancienne. Pilotage du side, c'est pas ce que je préfère, mais ça va.
On m'avait prêté une fois un BM attelé. C'est pas non plus. Tu sais, une fois que tu as fait le tour un peu du pâté de maison, Oui, tu t'as regardes un peu complètement comment tu te fonctionné. démerdes dans les virages, il suffit d'être attentionné. Pas de peau, ma femme avec sa maladie, elle peut monter dans le side, mais pour ressortir, c'est très très compliqué. Et le gris, chez qui je vais, pour faire le plus gros, la plus grosse mécanique, qui a un copain depuis longtemps, me dit mais Pascal, achète-toi un trike. J'ai horreur de ça. Tu sais, moi j'ai encore la vision des trikes, c'est cette espèce d'horreur de trike Volkswagen que non. Hyper long, Ouais, je déteste. tout en fibre. Et puis il me dit non, rien, le Triglide. J'ai dit ouais, j'en ai vu un passer une fois, mais bon, c'est C'est un tout. cervicar. Hein. Et ouais, c'est un cervicar. Par contre, le cervicar, je l'aimais bien. Ouais. À l'ancienne. Ça a vraiment Et puis en fait, je vais dans ce putain de garage, je le regarde, et puis il me dit j'en ai une en révision, il me dit au lieu de faire ta langue de vieille sur les tracks, viens voir. Et là, il en a un rouge et noir, bon, je m'installe dessus, je dis tiens merde, c'est bien, ça ressemble à ouais, c'est un Electra quoi. Voilà. Puis il me dit tu vois, c'est bien, c'est assez facile à conduire, toi, c'est bien. Puis en fait, il m'a dit Sobzoran, mais tu vois, c'est quand même assez chéro. Mais je me suis dit, rien que pour ma femme, je pense que je vais prendre le temps puis chercher quelque chose de commun. Et j'en ai trouvé un au bout de 3 mois. Puis voilà. Alors dans le début, je me suis dit, attends, pour m'adapter, qu'est-ce qu'il va falloir faire parce que tu as des surprises. Hein. Sur les routes cabossées, c'est comme ça. Hein. T'es là. C'est bancal. C'est bancal, puis ça la patate. Ouais. Et puis en fait, parce que j'ai fait le premier jour, je me suis tapé 150 km, mais de routes les plus pourries du coin. Tu sais, les virages de merde, les ornières, les travers la forêt, les racines. Et là, après, je me suis dit, après là, si je ne sais plus le piloter, c'est même plus la peine. Puis en fait, au bout d'un moment, je me suis adapté. J'ai adapté une marche arrière plus efficace que d'origine. Parce que d'origine, c'est un truc électrique qui est une vraie merde d'ailleurs, qui lâche au bout de 10 000 bornes. Là, j'ai mis vraiment un vrai jockey, marche arrière. Tu l'as bien adapté, quoi. Voilà. Ça fait ce qu'il fallait. Donc, je fais les courses avec ce trike. Vivien, qui est au Normandy Beach, comme il est dans Ferraille, il m'a fabriqué un porte-bagages adapté pour le fauteuil de ma femme. Cool. Puis voilà. Et puis pour emmener le matos photo, c'est vrai Le que c'est le matos côté photo, pratique c'est quand pareil. même. Tout, j'emmène tout. Ouais. J'emmène tout, je fais les courses. Voilà. La photo, comment tu t'es retrouvé avec un appareil dans les mains. Ouais. Et puis après, on va parler un peu de la galerie. Et Alors, tout ça, deux choses. Mon frère qui est artiste peintre, qui est un très bon photographe, qui a laissé tomber, il aurait pu, pour moi, à la limite, je pense qu'il aurait pu faire son chemin. Lui, il était passionné, il avait son labo que j'ai partagé avec lui d'ailleurs par la suite. Mais moi, dans le début, ça me semblait trop compliqué, trop technique. Puis mon frère est un peu maniaco-dépressif. Il a un côté autiste où chaque précision. Et moi, alors qu'en même temps, c'est un artiste, il est barré. Hein. Mais quand c'est technique, c'est technique. Moi, je suis pas trop technique. Hein. Moi, je marche plutôt au feeling. Hein. Et puis, c'est pas grave. Quand je suis parti aux États-Unis, il m'a prêté un Minolta. Moi, j'ai un autre petit appareil, je sais même plus lequel d'ailleurs, qui était en format 6.6, que j'ai plus d'ailleurs, je sais plus ce que j'en ai fait. Puis je me suis fait commencer. Allez, puis voilà. Et puis, puis de fil en aiguille, au fur et à mesure de mes balades, je shootais un peu à droite à gauche, mais tu vois, vraiment sans tomber vraiment dedans. Et puis après, j'ai retrouvé Gilles Rigoulet, qui est un photographe connu, qui est un de mes potes d'enfance, que j'ai accompagné sur des shootings. Puis en fait, il m'a donné le goût. Il m'a dit, putain, merde, il me dit, vas-y, tu vas sentir le truc. Il me dit, comme tu fais d'illustration, tu connais les cadrages, tu sais faire des choses. En plus, je faisais du storyboard. Ouais. Storyboard, Ouais, tu as l'essentiel, tu choisis les meilleurs plans, les meilleurs cadrages. Puis voilà, ça s'arrêtait là. J'ai refait un petit peu de photos, puis après, je me suis mis complètement au tatou. J'ai continué à faire des photos, mais dans les conventions, quelques gueules, quelques portraits, mais toi, sans vraiment trop m'impliquer. Parlant, quoi. C'était tout. C'était occasionnel. Et puis, en fait, je me suis dit, maintenant, je vais passer quand même pas mal de temps à voyager. Et là, en fait, je suis parti en Inde, en Asie. Et puis là tu as une richesse hallucinante, tu as les couleurs, tu as les gueules, tu as les ambiances de marché. Puis moi, j'aime beaucoup la photo de rue. Puis là, j'ai commencé à shooter un peu à droite à gauche. Puis là, je me suis dit, ouais, putain, maintenant, j'y vais. Et en fait, puis après, je crois que j'ai pas lâché. Aujourd'hui, tu shootes encore en argentique? Non, j'ai toujours mes argentiques là, mais t'es sur des boîtiers numériques? Non, je vais m'y remettre. Ouais. Je vais m'y remettre parce que là, tu vois, derrière, ici, j'ai une petite pièce qui correspond pile poil où là, je peux m'installer avec un petit labo. Puis me retrouver dans l'odeur des bains, la lumière rouge. Allez, on va dire que ça va me rappeler. Quand j'étais avec mon frangin, on tirait nous-mêmes. Voilà.
Puis après, maintenant, ici, toi, j'ai monté une asso parce que j'avais envie d'ouvrir une galerie, faire découvrir des boulots d'artistes connus ou moins connus, des artistes émergents aussi. Et puis voilà, après maintenant c'est une tentative, c'est qu'un essai. Hein. J'ai ouvert là ici au mois d'octobre, tu vois, c'est quand même tout récent. Après, le choix est difficile parce que vu le nombre de photographes actuels, tout le monde se prend pour un photographe aussi, comme tout le monde se prend pour un tatoueur. C'est pareil. Après, j'en sais rien. Qu'est-ce qui m'a poussé au cul Le Normandy Beach aussi. Le Normandy Beach, parce qu'en fait, ça fait quand même depuis les premières éditions que j'ai ma petite accrédite. Et puis que je me suis retrouvé sur le terrain, au milieu des paddocks, rencontrer tous les coureurs que je connais déjà depuis longtemps certains. Ça m'a donné envie de refaire ça, mais en même temps, toi, je fais aussi des rencontres et si j'ai fait beaucoup de photos de rue en Angleterre. En Angleterre, parce que tomber dans des quartiers, à New York aussi, j'ai fait pas mal de choses sur New York. Et du coup, ici, tu me disais, tu exposes, du coup, c'est une galerie où toi, tu exposes ton travail. Tu exposes aussi, à l'avenir, c'est voué à exposer d'autres artistes. Ah oui, j'ai un calendrier de prévu. Là, normalement, pour l'instant, j'attends un peu de savoir comment m'organiser. Parce que tu vois, la saison, c'est pas terrible. Là, janvier-février, c'est mort. J'ai fait 2 vernissages, mais que de mes photos. Parce que ça servait en même temps pour financer aussi l'asso. Parce que comme l'asso est toute neuve, il faut aussi que j'ai un financement, racheter du matos, tout ça. Pour l'instant, toutes les photos qui sont vendues ici, ça sert uniquement à financer l'asso. C'est les balbutiements. Hein. Alors après, on voit, j'expose aussi à Maison Passel. Après, j'ai 2 galeries qui m'ont branché. Et j'ai commencé à faire des choses pour une galerie d'art contemporain qui est ici à Passy. Là. Qui rentre dans un domaine qui n'est pas du tout dans mon truc, mais ça me plaît. Il y a des artistes qui sont plutôt agréables, des gens qui ont des choses assez pointues, ça me plaît. Bon c'est cool tous. Hein. Je vous ai raconté mes petites histoires, je suis un mec bavard, ça il n'y a pas de problème. J'ai plein de trucs à raconter, des conneries aussi, pas mal. Merci à vous tous, suivez Burnout TV parce que je pense qu'il y a des choses à raconter et puis vive la custom culture, avant tout. Stop. C'est sur ces belles paroles que se termine le 2e numéro de Burnout TV. Je tiens à remercier tous les membres de l'équipe de Pascal pour leur accueil. J'espère que ça t'a plu. Pour nous soutenir, rien de plus simple, like, commente et partage cette vidéo. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Toutes les infos sur Rascal Buck sont disponibles dans la description de la vidéo. Moi je te dis à bientôt, ciao les burners et vive la custom culture.